Il dit, tu peux pas porter un t-shirt de Thomas Sankara qui s'est battu pour exister et pour mener la cause que nous, on connaît, et qui, parce qu'il s'est battu et parce qu'il a porté la voix haut, ben aujourd'hui, on est tous fiers et on porte son t-shirt. Et tu peux pas porter ce t-shirt-là, et toi, tu es là, tu te caches, et tu travailles en demi-teinte, quoi. Et quand il m'a dit ça, tu vois, ça a déclenché quelque chose chez moi. Ça a Ouais. débloqué quelque chose chez moi. Je me suis dit, ah, c'est fini, donc. On peut pas se Et cacher. toi, ta peur officieuse, comme tu dis, c'est la peur d'être accusé de faire du communautarisme. Exactement. Ok. Exactement. Ça, c'était la crainte qu'on avait à l'époque. Et donc, depuis ce jour-là, on a dit, OK, il a raison, faut qu'on assume, comme tous nos illustres prédécesseurs, qui, eux, ont porté le combat haut et fièrement, il faut qu'on arrête de se cacher. Et c'est de ce jour-là qu'on a créé une page Facebook officielle, on a créé un site internet, en fait, qu'on est devenu visible. Et c'est pour ça que tu verras que dans tous nos contenus aujourd'hui, depuis 2016, on est toujours avec nos filles. Toujours. Parce qu'en fait, c'est eux qui ont fait, c'est le contact, la reconnaissance de nos filles qui a fait de nous ce que l'on est aujourd'hui. Tu vois. Yes. Waouh. Ah, ça, je savais pas du tout qu'il y avait un si gros impact de nos filles sur votre lunch. Et donc, du coup, et quelque part, là, j'ai vu que tu étais chroniqueur sur le truc de Kémy Seba, là. Comment est-ce que la transition s'est faite? J'imagine que c'est à ce moment-là que tu as coupé les ponts avec Jésus. Non, non, c'était il y a bien plus longtemps. Ça, c'est arrivé en 2014, en fait. J'ai quitté le milieu évangélique parce que, en fait, j'ai assisté à une conférence, justement dans ce même milieu où il parlait de l'origine de la Bible que nous, on lit aujourd'hui, tu vois. Et Mhm. notamment, il parlait du manuscrit de Qumran, comment est-ce qu'on a découvert la Bible, d'abord, dans la grotte de Qumran, et comment ensuite on a conservé la Bible. Et donc, on la réécrivait, 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 et que par la suite, il a expliqué que il y a eu des choix qui ont été faits pour conserver certains passages et pas d'autres, pour faire en sorte que comment on appelle ça? Oui, qui est en fait que la recopie de la Bible n'était pas identique à l'original, tu vois? Mhm. Et donc, quand j'ai découvert tout ça, je me suis dit, mais attends, ce texte-là qui sert de base à toute notre foi et à tout notre mode de fonctionnement, en fait, il n'est pas aussi vrai qu'on l'a toujours enseigné depuis que je suis enfant, quoi, tu vois. Et est-ce que je vais me donner ma vie à quelque chose qui est aussi exclusif et qui dit que le seul salut passe par le Christ? Tu peux pas aller au paradis si tu passes par autre chose que le Christ. Enfin, tout ça, ça m'a remis en question. Et je me suis dit, non, j'ai pris un pas de recul en gardant la foi en Dieu, tu vois, parce que ça, c'est mon ADN profond, mais en mettant un peu de côté les religions. C'est ça, moi, là où j'en suis venu. Alors, depuis, donc, en 2014, j'ai quitté la religion chrétienne et je me suis dit, tu vois, moi qui ai une croyance quand même forte dans le panafricanisme, mais ça, je te dis depuis 2013-2014, je me dis, mais est-ce qu'il n'y a pas une voie aussi dans nos traditions africaines, nos traditions spirituelles africaines aussi, qui nous ont été décrites partout comme étant de la sorcellerie. Voilà, tout ça, moi, ça m'a dérangé. Et j'ai, depuis cette date-là, ben, fait un processus de recherche pour essayer de comprendre plutôt quelle est la spiritualité africaine et en disant que si Dieu est Dieu et qu'il aime l'humain, ben, il a dû leur parler et se connecter avec les humains à travers diverses voies. Et il n'y a pas juste une voie qui est le christianisme qui va te permettre d'accéder au paradis, mais l'islam peut-être en est une, le bouddhisme peut-être en est une autre, la spiritualité africaine en est encore une autre, voilà. Et de sortir du prosélytisme qui est d'essayer de convertir absolument tout le monde, parce que c'est quand même la mission que les chrétiens se donnent, mais plutôt de se dire, bah voilà, moi j'ai peut-être cette compréhension-là, peut-être que toi tu en as une autre, l'essentiel c'est qu'on réussisse à vivre tous ensemble et à se comprendre, et moi je respecte ma façon à moi de voir le monde, et je respecte ta façon aussi à toi de voir le monde. D'être dans quelque chose de plus tolérant, je pense aussi. Voilà à peu près. Et dans ton entourage, ça n'a pas d'impact. Je veux dire, vu que tu avais quand même un milieu plutôt... En fait, ça a été le plus gros risque, en vérité, tu vois. Et c'est là où j'ai eu beaucoup de craintes, parce que ma femme est très portée sur l'évangélisme, mon père est presque pasteur, mon grand-père est pasteur, mais tu vois.
Je suis d'une famille très évangélique. Ton père, il est vraiment il était pasteur à côté de son Ouais, métier oui, d'avocat? oui, même jusqu'aujourd'hui, hein, il n'est Ah pas ouais. pasteur, mais en tout cas, il a des grosses responsabilités dans l'église, tu vois. Mhm. Donc, ça n'avait pas été facile, ça, pour le coup. Parce qu'en fait, le fait de quitter en fait, la vie que je menais avant, la vie, on va dire, de délinquance, pour dire les choses simples, ça m'éloignait de mes parents. Parce que, tu vois, je vivais la nuit quand eux vivaient le jour. Je traînais tout le temps dehors. Tu rentres toujours défoncé. Enfin, tu ramènes les policiers à la maison. C'est des choses que tes parents, ils peuvent pas valider, ce genre de choses-là. Donc, Mhm. on était toujours en confrontation. Le fait d'avoir coupé avec tout ça et d'être rentré dans la foi chrétienne, qui est le mode de vie que eux ils avaient, mais ça nous a beaucoup rapprochés. Et c'est ça qui a fait que aujourd'hui, avec mon père et ma mère, on est soudés, tu vois. On parle de la même manière, on se comprend beaucoup. Mais le fait de m'éloigner de ce mouvement-là, ça aurait pu Vous briser séparez tout ça. encore. Exactement. Ça aurait pu briser tout ça. Mais c'est là que je dis qu'en réalité, ce qui nous unit, et ce qui unit ma femme et moi, et ce qui m'unit avec mes parents, ça va au-delà de ça, en réalité. Tu vois, c'est plutôt nos valeurs. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, comme moi j'ai une tradition très traditionnaliste, j'ai un mode de fonctionnement très traditionnaliste. Tu vois, ma femme est centrafricaine. J'ai pas pris une femme ailleurs. J'ai pris une femme de mon pays pour qu'on puisse se comprendre et que si demain il y a drap, bah, on part tous en Centrafrique. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le vrai sujet. Je l'attendais pas celle-là. C'est que si je lui dis on doit partir en Centrafrique, elle va pas me dire non, mais moi je vais dans mon pays. Elle va... Moi, je suis normande. Qu'est-ce que tu me Ouais, racontes du centre-ville? mais c'est un vrai sujet, hein. C'est un vrai Quand sujet. même, c'est vrai. C'est comme ça que j'ai... Tout ça, c'est des tabous, c'est des trucs, c'est impossible d'aborder ça. C'est tellement Ah, impossible. Ça met les gens mal à l'aise. Pourtant, c'est réel. Les gens, ils n'aiment pas toujours parler du réel. c'est réel. Et c'est comme ça, quoi. Il faut qu'il y ait une certaine connexion, quoi. Ça veut pas forcément dire que c'est du communautarisme. C'est comme eux, entre eux, les Blancs, quand ils disent que bah, c'est un peu chaud avec peut-être une communauté qui est trop éloignée. Peut-être, ok, un Italien, un Espagnol, mais l'Afrique, tu vois. Je dis pas que c'est impossible, mais en fait, il faut être conscient de ces réalités-là, que bah, demain, au cas où il y a des événements qu'on ne souhaiterait pas qu'il arrive, bah, ça peut être un motif pour s'éloigner, pour se séparer, puis d'accepter ça, quoi. Franchement, moi, mon père m'avait dit, ou en tout cas on s'est dit, c'est plus simple d'être avec une personne qui comprend ton mode de vie. Qui comprend. Comme je dis, moi je suis très traditionnaliste, que ce soit dans l'éducation des enfants. Tu t'es formé, vu que c'est pas quelque chose où tu t'es pas, surtout que tu as passé beaucoup d'années à l'extérieur, est-ce que tu es allé vers des personnes qui ont plus d'expérience localement ou bien ici, mais qui ont un lien avec là-bas pour t'expliquer un petit peu comment ça fonctionne? Non, il y a deux dimensions. En fait, la première, c'est, mon père me disait toujours, quand tu fermes la porte de la maison, t'es plus en France. Tu vois? Quand tu rentres dans la maison, là, t'es plus en France. T'es T'as Bangui là. à Bangui et même t'es au village. Parce que mon père, c'est même pas un enfant de la capitale, c'est un enfant du village. Mm. Donc, il nous a vraiment éduqués avec les traditions villageoises, de respect, de le rapport, enfin, la tenue de la maison. Du de- bon sens, tout simplement, du bon sens paysan Ah, en je plus. pense. Ouais. Je pense. Même s'il y avait un haut niveau d'exigence sur la formation, tu vois. Chez moi, on parlait pas dans la langue nationale, par exemple. Mes parents, entre eux, parlaient, ce qui fait qu'on comprenait, mais ils nous ont pas transmis ça, par exemple. Et ça, je trouve que c'est dommage. Mhm. Et on avait, C'est quoi chez vous? Comment nous, le on parle une langue, Sangui? le Non. sango, ouais. Ça s'appelle Ah, le c'est Sango. Ok, sango, c'est voilà, Sangui. le sango. Et ça, c'est une langue que moi, je parle, mais je bricole, tu vois. Mhm. Et que mes parents m'ont pas transmise directement, tu vois. Parce Ouais. qu'ils avaient cette exigence de parler français et de bien parler français. Ce qui fait que on a ce haut niveau de formation dans la langue française et dans le raisonnement français, dans la science, mais dans la vie de tous les jours, on est très traditionnaliste. Et donc, c'est ça que j'ai reproduit. Et après, au moment en 2014, quand je te parlais de toute cette période un peu de transition, là, je me suis formé, mais pas tant sur la tradition elle-même centrafricaine, mais plus à lire tous nos érudits, les Cheikh Anta Diop, les Bob Bassong, tous les grands penseurs africains, les Césaires aussi. Et c'est eux qui ont achevé, Marcus Garvey, de décoincer toutes les, tu vois, les obstacles, les limitations mentales qui me restaient en tant que jeune noir ayant grandi en Occident. Tu vois. Donc c'est Ok. tout ça qui a fait que.
Ouais, je vois. Donc, aujourd'hui, comment est-ce que, comment est-ce que tu, sans forcément rentrer dans les détails de ta vie privée, hein, mais est-ce que tu as des pratiques que tu fais, mais où tu exclus les autres, tu dis, bon, je veux pas vous polluer avec ça, ou tu exclus peut-être ta femme, tes enfants, Non, tes parents. non, non, non. En fait, je suis pas dans la pratique religieuse aujourd'hui, tu vois? Mhm. C'est-à-dire, les libations, tout ce que les gens font dans la tradition africaine, C'est de la fondamentalement. philosophie. Voilà, moi, c'est plus Je comprends. philosophiquement, à ce stade. Je sais pas ce qu'il en sera, je considère être en quête, tu vois? Mhm. D'un point de vue, spirituel. Donc je sais pas ce qu'il en sera dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, mais aujourd'hui, j'ai pas de pratique religieuse strictement. J'ai plutôt une matrice, tu vois? Mhm. Sur, ce qui est bien, ce qui est mal, ce que nous on fait et ce que nous on ne fait pas, le rapport à l'Afrique qui est important, tu vois? Là, je rentre d'Abidjan, mais depuis que j'ai quitté mon travail, je suis allé tous les ans au moins une fois en Afrique, en Centrafrique, en Côte d'Ivoire. Et là, j'envisage de partir très, très, très fréquemment encore sur le continent. Donc, j'essaie de changer mon mindset, mais ça, c'est un processus qui est long. Tu vois, tu parlais de la chronique Ubuntu Business que j'anime sur le média Afrique Résurrection de Kémy. Eh bien, le but de la chronique, c'est de penser comment est-ce qu'on fait du business à l'africaine, tu vois. Donc, de pratiquer l'Ubuntu. L'Ubuntu, qu'est-ce que c'est? C'est un mot qui signifie je suis parce que nous sommes. Et donc, c'est de mettre dans notre manière de vivre, de revenir à un mode de vie qui est communautaire. Pas communautaire au sens de notre communauté contre les autres, mais de ne pas se penser d'un point de vue individuel, tu vois. Alors que Mhm. le trait dominant en Occident, c'est l'individualisme. C'est le droit de l'homme et pas le droit des hommes, c'est le droit de l'homme et de l'individu par rapport aux autres et le plaisir de l'individu par rapport aux autres. Alors que dans cette matrice-là, eh bien, c'est je suis parce que nous sommes. Donc, j'ai besoin des autres pour être. Et ça, j'essaie de l'appliquer au business, mais aussi dans le couple. Tu vois, on avait un Mhm. podcast avec ma femme qui s'appelait Ubuntu Love. L'histoire de dire, c'est parce qu'elle est heureuse que je suis heureux. Donc, je mets tout dans mon travail à moi en tant qu'époux, c'est de faire le bonheur de ma femme. Parce que si elle est heureuse, elle-même, elle va travailler à faire mon bonheur à moi aussi. Et c'est dans cet entre-là qu'on va réussir à trouver notre épanouissement. Et tu vois, tout ça, c'est des réflexions. C'est une nouvelle matrice que j'essaie de construire. Mais je ne suis pas encore au top, mais on y travaille. Tu vois. Super. Yes, et je voulais que tu me parles aussi de la partie réseaux sociaux. Comment est-ce que, parce que j'ai l'impression que dès que tu es rentré dans ça, tu t'es plus arrêté, quoi, parce que franchement, la puissance de comme, il y a combien de personnes qui bossent dessus? Comment est-ce que tu fais ça, surtout pour LinkedIn? Alors, les réseaux sociaux, effectivement, je sais pas, je suis tombé dedans assez rapidement, hein, sur Facebook en 2008 peut-être, tu vois. Mhm. Dès les débuts de Facebook, je m'éclatais bien, tu vois, à communiquer. C'est vraiment Tu le peras. ouais, sur le rap notamment, mais pas que, hein, sur l'actualité, l'Afrique, sur les sujets qui m'étaient chers en fait, tu vois. Ça a Mhm. été vraiment une caisse de résonance.